Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chapuis, je suis rédacteur en chef au quotidien La Croix et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette deuxième édition du Live Landois. Le Club Landois, vous le savez sans doute, a été créé à l'initiative du groupe Bayard. Il réunit des acteurs de tous horizons pour réfléchir à la transition démographique et si nous organisons ces rencontres, c'est pour réfléchir bien sûr à cet enjeu majeur de la transition démographique, mais surtout pour faire avancer concrètement tous ces sujets, que ce soit dans les entreprises et plus largement dans la sphère publique. La dernière fois, nous nous sommes demandé ensemble si les entreprises pouvaient se passer de leurs seniors. Eh bien, dans la droite ligne de ce premier échange, aujourd'hui, nous posons cette question. Quelle stratégie pour les entreprises face à la vague des départs à la retraite? Quelle stratégie pour les entreprises face à la vague des départs à la retraite? Et j'accueille pour cela deux invités. D'abord, Laure de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée du groupe Caisse des dépôts en charge spécifiquement des politiques sociales. Et vous accompagnez depuis le début ce club landois. Et nous sommes également avec Marc Benayoun, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Directeur exécutif d'EDF, partenaire également de ce club landois. Merci vraiment à tous les deux d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour environ 3/4 d'heure, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 12h45. J'invite tous ceux qui nous suivent à, si vous le souhaitez, à poser vos questions via l'onglet qui se trouve dans le bas de votre écran Q et R, Q&R qui se trouve là juste en bas de l'écran Zoom. Et évidemment, nous ferons dans la mesure du possible les ambassadeurs pour les transmettre à nos deux invités. Alors, je commence tout de suite par vous poser la question à vous, Laure de la Bretèche. On parle souvent des retraites sous l'angle de l'équilibre global du système des retraites. Évidemment, à l'échelle des entreprises, ça pose aussi beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. On a coutume de dire que c'est une opportunité, mais de fait, il y a un certain nombre de problèmes. Les entreprises se préparent-elles, selon vous, suffisamment à ces vagues de départ en retraite? Merci Jérôme. Alors je pense que de fait, l'initiative qu'a prise le groupe Bayard et que vous avez rappelé nous oblige à prendre ce sujet d'une façon positive et c'est très précieux en nous posant la question finalement de l'enjeu du vieillissement au cœur de la société, au cœur des entreprises, là où une approche peut-être comptable ou budgétaire, financière, renvoie souvent à l'éphénoria avec l'idée que, ma foi, une vague de départ à la retraite permet d'abaisser les coûts en masse salariale avec des recrutements de gens plus jeunes et moins chers. Et la manière dont la question et l'interpellation est posée par vous renvoie bien au fait que le caractère massif des évolutions de transition démographique pose toutefois un certain nombre de problèmes aux entreprises qui sont importants. Alors, vous l'avez rappelé, c'est une vague, effectivement, presque un tsunami, puisqu'on a à peu près 850 000 départs à la retraite par an, donc ce sont des chiffres importants, et que finalement, si on réfléchit au motif pour lequel ça devient une difficulté et donc oblige à avoir des stratégies, c'est parce qu'au fond, les métiers concernés sont, et Marc Benayoun va sûrement en parler tout à l'heure, des métiers bien particuliers souvent. On a deux grandes catégories qui se dégagent, pour lesquelles la question se pose de la relève. Les métiers dits pénibles, pour lesquels finalement l'attractivité va être une question qui oblige l'entreprise à réfléchir à la façon de faire venir de nouveaux talents, de nouvelles personnes pour relever finalement cette activité. Et puis également un certain nombre de postes qui sont, alors non pas ceux de la pénibilité, mais des métiers de cadre très qualifiés qui posent la question de l'expertise. D'un côté l'expertise, de l'autre des métiers moins attractifs. Voilà les deux grands enjeux pour lesquels les entreprises ont besoin de penser des stratégies. Donc j'entends bien la question de l'attractivité et la question du maintien d'un certain nombre de compétences. Je me tourne vers vous, Marc Benayoun, chez EDF, peut-être pour commencer, un tableau de la manière dont vous préparez à ces vagues de départ à la retraite. Très bien, merci Jérôme. Alors tout d'abord, je voudrais dire que la question du vieillissement de la société est pour nous une question centrale et elle se pose évidemment pour nos ressources humaines, donc pour l'interne, mais elle se pose aussi
pour nos clients. Et donc je suis directeur exécutif en charge du pôle client-service. Donc, à ce titre, je gère un portefeuille de clients avec 24 millions de clients. C'était très gros chiffres, c'est le plus gros portefeuille de clients en France. Et on est tout à fait conscient du fait que nos clients, en vieillissant, ont des demandes qui évoluent. Et il est très important pour nous de les accompagner, d'ailleurs de ne pas considérer simplement qu'ils passent d'une période d'activité à une période d'inactivité, qu'il y a les besoins liés à l'évolution de leur logement, la qualité de leur logement, par exemple des questions liées aussi au réchauffement climatique. Lorsqu'on est une personne âgée, la problématique du rafraîchissement est plus importante. Vous le savez d'ailleurs, dans les EHPAD, on a imposé la mise à disposition de salles climatisées. Donc, vous voyez, la question se pose pour les gens qui restent chez eux. Donc, ce sont des sujets dont on voit bien qu'ils structurent une demande nouvelle dans la société. Et nous essayons d'y répondre de la façon la plus adéquate possible. Mais on est aussi une grande entreprise avec des moyens humains considérables, 165 000 personnes dans le monde, 100 000 en France. Et la question de leur départ se prépare, puisqu'évidemment, nous avons certaines années des chiffres très élevés, 5, 6, 7% des personnes qui partent. Et si on ne s'est pas bien préparé, nous le voyons plutôt comme un appauvrissement que comme une opportunité liée à l'effet Noria, comme l'a indiqué Laure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des compétences clés dans l'entreprise. On s'en est bien rendu compte, notamment dans le nucléaire, lorsque il a fallu reprendre la construction d'équipements nouveaux après une longue période de retrait, où on se contentait d'entretenir des équipements. Lorsqu'il a fallu redémarrer, repartir sur des grands projets neufs, on s'est rendu compte qu'il était très important de maintenir la compétence de ceux qui allaient partir. Et donc, d'une part, on essaye de réfléchir à la manière d'associer des jeunes qui arrivent et des anciens dans une logique de compagnonnage. Et on a aussi mis en place quelque chose d'original qui s'appelle Expert Connect, qui nous permet de solliciter des anciens de la maison lorsqu'ils sont en service dit inactif, dans notre discours, c'est-à-dire des agents du statut des industries électriques et gazières qui sont retraités, et de leur proposer de revenir ponctuellement nous aider. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils le font toujours très volontiers. Il y a une grande fierté de leur part de dire je peux revenir et apporter quelque chose, de faire une sorte de retour d'expérience, d'expertise vers la maison à laquelle finalement j'ai consacré toute ma vie. Donc ce système est un système original, on l'a vu fonctionner aussi dans la distribution lors des grandes tempêtes, lors des événements extrêmes, et où des jeunes inactifs, c'est-à-dire des gens qui ont quitté l'entreprise depuis peu, viennent spontanément et bénévolement pour aider à remonter le réseau. Intéressant, et on va avoir le temps de rentrer dans le détail de ces différents exemples que vous venez de nous donner. Je me retourne vers vous, Laure de la Bretèche, parce que vous parliez de cette question de l'attractivité, de cette question aussi du maintien des compétences. On sent bien qu'il y a une symétrie sur deux sujets différents. Commençons peut-être par la question des métiers pénibles que vous souleviez. On est là aussi pour échanger des bonnes pratiques de là où vous êtes. Lors de la Bretèche, comment est-ce que qu'est-ce que vous observez comme bonnes pratiques qui seraient à partager pour maintenir l'attractivité d'un certain nombre de métiers dans les entreprises auxquelles vous avez affaire, vous, à la Caisse des dépôts? Alors là-dessus, je serais d'une grande humilité parce que la Caisse des dépôts est un univers assez protégé, mais toutefois, on a des classes de collaborateurs qui sont assez diverses, et notamment nous pratiquons le métier de la retraite, et pour les gestionnaires qui sont finalement au contact des personnes qui vont bénéficier d'une prestation de retraite, sont déjà affiliés ou eux-mêmes déjà retraités. La question de l'outillage, par exemple, de la numérisation, est un très grand enjeu. Et sur des collaborateurs qui prennent de l'âge, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas effectivement une rupture entre une nouvelle génération montante qui peut être très à l'aise avec certains outils et une autre qui va l'être moins. Et comme l'innovation est au cœur, effectivement, aujourd'hui des besoins de l'entreprise, il faut qu'il y ait une capacité d'embarquement. Et je crois que ce que décrivait Marc tout à l'heure le rappelle, on a besoin de créer du flux entre les générations. Donc ça, c'est un premier enjeu qui me paraît très important. Vérifier de manière très concrète qu'on n'est pas en train de constituer une forme de discrimination par l'âge au sein de nos équipes pour que chacun puisse faire profiter le collectif de l'ensemble de son expertise
qui tient parfois à une expérience de 20 ans de contact avec des affiliés, de capacité à repérer les signaux faibles, etc. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît très importante. Après, nous connaissons aussi par un certain nombre de nos métiers des problèmes qui peuvent être différents. Au titre d'une autre de ses fonctions, la Caisse des dépôts connaît bien le monde du grand âge et Marc a rappelé à quel point c'était important d'être connecté avec la société dans laquelle on vit. On voit bien que sur certaines professions qu'on a à connaître, qu'il s'agisse des aides-soignantes ou du personnel dans les EHPAD, on a la question des troubles musculo-squelettiques qui se posent plus tôt que l'âge naturel de départ à la retraite et qu'il faut aussi que nous sachions contribuer à l'évolution finalement des carrières et des parcours professionnels. Et de ce point de vue-là, je signale juste que la Caisse des dépôts se trouve aujourd'hui dépositaire d'un mandat dont elle est particulièrement fière, qui est mon compte formation, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises et les personnes elles-mêmes dans ces parcours et cette évolution professionnelle pour être toujours en adéquation par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils souhaitent et le métier qu'ils ont. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est souvent étonné quand on commence à s'intéresser à ces questions de transition démographique quand on explique que les spécialistes considèrent qu'on est senior à partir de 45 ans. Vous évoquiez les troubles musculo-squelettiques. Voilà, il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années à vivre au sein de l'entreprise. Et Marc Benayoun, j'imagine que chez EDF, la question se pose aussi parce que quand il s'agit de monter en haut d'un pylône, ça se passe pas tout à fait de la même manière quand on a 20-25 ans que quand on a 50 ans. Alors, vous avez évidemment raison, mais c'est une expression d'ailleurs chez nous dans la distribution, monter au coteau pour aller effectivement réparer les lignes, les isolateurs, etc. Bon, il faut quand même se dire que la technologie a beaucoup progressé. On ne monte plus à l'ancienne avec ses bras. On utilise des nacelles articulées. Mais de manière quand même générale, vous avez raison. Il faut être très attentif à l'adéquation du poste de travail à la situation personnelle du salarié. Et je pense que ce n'est pas uniquement, si vous me permettez, une question d'âge. C'est aussi une question de santé physique. Alors nous, on intègre ça. On sait que les métiers difficiles, qui ont une pénibilité, ça se justifie dans notre logique. C'est qu'on n'est pas dans le régime général des retraites, on est dans le régime du statut des IEG. Donc il y a cette notion de service actif qui donne droit à effectivement un départ à la retraite un petit peu plus tôt, 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction d'années qui ont été faites. Mais sur la question que vous évoquez, je pense que on peut aussi se dire qu'une personne qui a des difficultés, qui a des problèmes de vision, qui a des problèmes d'embonpoint ou qui a des problèmes temporaires de TMS, n'est pas apte à faire certains boulots. Et un bon manager, de notre point de vue, c'est quelqu'un qui l'anticipe, qui n'amène pas la personne à essayer de réussir quand même à faire son boulot dans une espèce de démarche de fierté, je vais y arriver quand même, et de se mettre en danger, et qui va effectivement faire en sorte qu'on puisse le remplacer par quelqu'un de plus jeune, ou en tout cas dans une condition physique meilleure. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important, et je crois que ça renvoie à une notion très importante dont on ne parle pas assez, qui est la bienveillance du management. On a beaucoup parlé de management moderne, de digitalisation, de recherche d'optimisation, de coûts. Moi, je crois qu'il faut aussi être proche des personnes qui travaillent pour vous, de savoir quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à un instant T et leur permettre de continuer à travailler et anticiper, ne pas les amener à dire lorsque c'est vraiment trop difficile, je n'y arrive plus. Vous voyez. Donc, je pense que cette notion de bienveillance dans le management, elle est clé. Et ce n'est pas uniquement une question d'âge, c'est aussi une question d'adéquation de la personne à l'emploi qu'elle occupe. Ça demande beaucoup de vigilance au quotidien. Exactement. On s'est un peu éloigné de cette question qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est celle de l'attractivité. Et je voudrais vous poser la question à vous, Marc Benayoun, parce que ça se pose aussi pour EDF. Vous évoquiez tout à l'heure le nucléaire, on parlait des métiers pénibles, mais il y a aussi la question de l'image de certains métiers. Lorsqu'il y a des vagues de départ à la retraite dans une industrie comme celle du nucléaire, c'est peut-être moins facile de recruter, de trouver des gens dans les jeunes générations. Comment se pose cette question du remplacement de ces norias, de seniors qui partent à la retraite par des plus jeunes?
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un défi majeur pour nous aujourd'hui et qui est lié en fait à la perception du nucléaire dans la société française. Dans les années 80-90, quand la France avait un outil électronucléaire neuf qui permettait d'avoir une électricité très compétitive, et toujours, mais aussi d'acquérir, à l'époque, ça a été le moyen d'acquérir une indépendance énergétique plus grande, d'accompagner le développement du train à grande vitesse. Le nucléaire était un objet de fierté pour les Français. Et donc, les jeunes ingénieurs étaient ravis de rejoindre EDF. L'image de l'entreprise était très forte, et en particulier l'image du nucléaire. Aujourd'hui, la situation est un peu différente parce que tout le monde ne voit pas forcément le nucléaire comme une opportunité, et alors que ça l'est bien évidemment, de maintenir un système électrique performant, fiable et décarboné, c'est-à-dire une électricité qui a un très faible contenu carbone. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte lors d'un sondage récent que 60% des Français pensent que le nucléaire émet du CO2. Parce qu'ils voient effectivement, lorsqu'ils se promènent en France, au-dessus des aérogénérateurs, de la vapeur d'eau, et ils disent, donc s'il y a de la fumée, c'est qu'il doit y avoir du CO2. Et ça montre aussi que nous n'avons pas mené pendant plusieurs années un travail de pédagogie sur la vertu du nucléaire par rapport à l'environnement. Et là, ça a des conséquences en termes ça a des RH. conséquences tout à fait très claires. Voilà. Et on voit que aujourd'hui, on a besoin d'aller faire beaucoup plus de mobilisation sur les campus. On a besoin de faire beaucoup plus d'actions auprès des jeunes, parce que ce n'est plus un métier, ce n'est pas aujourd'hui un métier aussi désirable qu'il l'a été. Et je regrette un petit peu que le souci, on va dire, du développement durable, qui est un souci extrêmement noble et qu'on soutient complètement, qui est au cœur de notre raison d'être, a malheureusement, dans certains cas, amené à diaboliser un peu le nucléaire. Donc effectivement, on a cette difficulté. Ça nécessite pour nous, je crois, de faire un effort médiatique et un effort de présence auprès des jeunes pour expliquer tout cela. Un effort qu'il faut reprendre parce qu'on n'a peut-être pas été assez présent pendant quelques années. Lors de la Bretèche, vous avez évoqué le risque de perte de compétences dans certaines entreprises, notamment pour les métiers qui nécessitent le plus d'expertise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Selon vous, voilà, quel secteur, quelles entreprises font face à un risque de perte en compétences dans les années qui viennent? Alors, c'est une question assez vaste et je ne m'autoriserai pas à en faire une analyse économétrique, d'autres le feraient beaucoup mieux. En revanche, ce qu'on observe, c'est que il y a parfois une question qui n'est même pas, comment dire, de chercher des compétences rares pour servir les défis du futur, mais au contraire pour assurer le maintien de l'existant. J'en ai eu un exemple il y a quelques années sur la technologie Cobalt, qui est une technologie informatique importante qui concerne un certain nombre de dispositifs informatiques qui sont de SI qui sont importants, or qui est plutôt en situation d'obsolescence relative. Et le départ des personnes qui étaient sur ces technologies, qui savaient les manier à la retraite, a désorganisé finalement les administrations qui les utilisaient et les a obligées à les faire revenir. Donc on connaît des phénomènes de cette nature aussi, où parfois le départ d'une expertise est un déséquilibre parce qu'on ne l'a pas anticipé. Et je crois que nous sommes obligés du coup, et ça renvoie à votre questionnement sur les stratégies, d'avoir une plus forte anticipation des souhaits individuels de départ, de les croiser avec une vue un peu générale de la stratégie d'entreprise sur les grandes fonctions sur lesquelles elle souhaite positionner effectivement des savoir-faire, et d'accompagner ça par ce qu'on appelle assez traditionnellement une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qui est un sujet qui anime beaucoup de conférences, mais qui est rarement pratiqué de manière très opérationnelle parce que c'est très difficile. Savoir quels seront les besoins, et notamment dans les entreprises très réactives aux besoins des citoyens, finalement, de leurs clients, savoir quels seront les besoins à 5 ans alors que le temps stratégique s'est rétréci sur 2 à 3 années avec des plans qui succèdent à toute vitesse, c'est une difficulté. Donc, je pense qu'on a cette double injonction à la fois d'anticiper sur des besoins qui sont aujourd'hui très importants pour soutenir l'activité dans son état actuel et d'avoir la vision du futur. Une autre chose que je vois, parce qu'on pense assez spontanément, par exemple, à tout ce dont on va avoir besoin sur
des compétences nouvelles de type data, qui sont très importantes aujourd'hui pour piloter aussi l'action et l'analyse. Sur ce sujet-là, on voit bien que la jeune génération, Marc en parlait tout à l'heure, va être aspirée non pas simplement par l'usage de sa compétence, mais au service de quoi elle la met. Et donc, ces besoins d'expertise pointus, on va réussir à les attirer lorsqu'on arrivera à leur montrer que nous avons des projets qui sont intéressants pour eux. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une notion autour de l'entreprise de mission qui essaye de jouer un peu sur les valeurs qu'on trouvait assez traditionnellement dans les services d'intérêt général, pour faire rapide, au service public, qui est un peu un des points communs qu'on peut trouver d'ailleurs entre EDF et la Caisse des dépôts. Ce sont des institutions singulières dans l'activité qu'elles mettent au service des Français. Et bien de plus en plus, ce sont des ferments, des leviers très très importants en fait, à la fois de communication et d'attractivité, y compris pour des expertises rares et précieuses, très demandées sur le marché, et qui vont aller là où le projet sera le plus intéressant en termes de valeur et d'apport pour son développement personnel. Donc, d'une certaine manière, il faut commencer par la vision, par la mission, avant même de se demander qui on va aller, de quelles compétences on a besoin. Parce que si on définit bien, si je vous entends bien, si on définit bien la vision, la mission de l'entreprise, les talents viennent peut-être plus naturellement. Oui, je le crois. C'est-à-dire qu'il y a une très forte attractivité. Une anecdote qui m'a amusée récemment, en pensant à notre live commun, je suis tombée sur une étude qui disait que la plus grande préoccupation au niveau mondial des grands leaders, donc ils ont dû interroger un panel de grandes entreprises, c'était la relève. Mais leur relève à eux. C'est-à-dire, qui va être en capacité finalement de porter le message, le lead, pour que l'attractivité des talents joue à plein. Je pense que c'est ça, en fait, le message. Et donc, on a vraiment cette question de la stratégie qui engage finalement l'attractivité des métiers derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas avoir des soucis, effectivement, sur de l'expertise qui devient rare et donc très chère aussi. J'ai une question pour vous, Marc Benayoun, qui m'est transmise par Benjamin Bousquet du service web de la Croix, qui scrute pour moi les questions qui nous sont envoyées par les personnes qui nous suivent. Marianne, vous a relevé le mot compagnonnage tout à l'heure dans votre introduction. Elle nous dit, je trouve très intéressante cette idée de compagnonnage entre ressources juniors et seniors. Comment celle-ci se met-elle en œuvre concrètement, voilà, dans la gestion de projet, dans le management, les ressources humaines? Comment pourrait-elle encore être davantage développée, Marc Benayoun? Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais simplement rebondir brièvement sur ce qu'a dit Laure pour dire que je suis 100% d'accord. La question de la GPEC et des bons moyens de la mettre en œuvre est une question centrale dans les entreprises, parce que le thème a l'air simple comme ça. Effectivement, on peut en parler de façon théorique, mais comme elle l'a dit fort justement, il faut vraiment le décliner de manière opérationnelle. C'est-à-dire, effectivement, on va avoir besoin de telles ressources à tel endroit, avoir une prospective quantitative, qualitative, et finalement, les gens se disent, oui, bon, on fait de la GPEC. Mais non, on ne fait pas de la GPEC, c'est très compliqué de l'en faire bien. Et de pas parce que si on a bien fait, on n'a jamais je dirais, de pénurie de compétences sur les métiers clés. Et toutes les entreprises se rendent compte que ces pénuries existent et qu'elles sont extrêmement pénalisantes. Alors, sur le compagnonnage, je dirais la façon dont on le met en place, c'est pas très compliqué, c'est effectivement dans la construction des équipes. C'est dans des systèmes qui font que, notamment sur les métiers en tension, où on a je dirais un risque de perte de compétences, eh bien, on va mettre des jeunes qui arrivent, des jeunes diplômés, ou des jeunes alternants. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on prend 6 000 alternants par an. On est l'entreprise la plus vertueuse en France à ce titre. On va les mettre au contact, non seulement d'autres jeunes et d'un chef d'équipe, mais d'une personne qui est très expérimentée sur le sujet et qui va pouvoir faire diffuser de la formation continue on the job, si vous me permettez cet anglicisme. Faire pas simplement des tâches opérationnelles avec des exigences de reporting et de performance et une fois par an, un petit peu de formation, mais régulièrement, quelqu'un qui va travailler avec la personne, qui dit, tu vois, ça, tu as traité ce dossier, ou tu as traité cette intervention, cette problématique technique de telle façon, mais tu vois, on aurait peut-être pu le faire un petit peu différemment, et voilà comment moi je le ferais. Et je pense que cette confrontation entre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et quelqu'un qui va être peut-être plus jeune, plus diplômé, arriver avec un angle de vue différent, eh ben c'est très riche. C'est quelque chose qui marche bien et qui a beaucoup de sens.
Et qui marche peut-être dans les deux sens, d'ailleurs, parce qu'on dit souvent que les plus jeunes peuvent aussi apporter aux personnes qui ont d'expérience. Sur le bon usage des réseaux sociaux, pourquoi avoir un compte LinkedIn plutôt que Facebook et quels sont à quoi ça peut servir, quels sont les éléments qu'on peut partager avec l'extérieur de l'entreprise lorsqu'on est un agent EDF. Les jeunes là-dessus sont très, très, très forts parce qu'effectivement, ils sont digital native, ils ont grandi avec ça, ils comprennent très bien quelle est la puissance des réseaux sociaux, alors que beaucoup de personnes plus anciennes dans la maison, pour eux, ça reste un objet un peu bizarre, un truc qui permet de faire un peu de marketing, mais qui ne les concerne pas eux. Voyez, et en réalité, non, ça peut concerner tout le monde, c'est une ressource pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi du reverse mentoring, où les jeunes qui sont très à l'aise avec ces technos peuvent diffuser leurs compétences. Je relève d'ailleurs, Marc Benayoun, que ce mot de compagnonnage, finalement, fait référence à quelque chose de très ancien dans la culture française, le compagnonnage, voilà, les compagnons du devoir, etc. Finalement, on n'est pas en train de réinventer la poudre, là. On fait quelque chose qui normalement, n'aurait jamais dû disparaître de la culture des entreprises et des ressources humaines. Non, mais si le mot revient, et s'il a effectivement ce charme un peu désuet, je crois que la réalité, elle a toujours existé. Ce qui est important, c'est d'en faire une vraie ressource pour avoir, je dirais, du personnel avec les bonnes compétences. C'est-à-dire de se dire, tiens, finalement, c'est un moyen que je peux un petit peu industrialiser. Sinon, effectivement, de se dire qu'on va mettre dans des équipes des personnes de différents niveaux, de différentes expériences, de différents profils, avec de la diversité, avec des gens qui sont jeunes et des gens qui sont plus anciens, c'est pas une idée neuve. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, dans certains métiers, ça a vraiment beaucoup de sens. Et pourquoi d'ailleurs ne pas faire revenir aussi le mot et pas simplement la pratique. Je poserai la question aussi à Laure de la Bretèche sur cette question de compagnonnage, mais vous dites dans certains métiers, ça a peut-être plus de sens. Chez vous, chez EDF, par exemple, il y a des métiers dans lesquels ça a vraiment plus de sens que d'autres? Ah oui, je pense. Je pense effectivement que dans certains métiers techniques, dans des métiers, des métiers par exemple de la chaudronnerie, des métiers de la soudure, on a beau avoir la meilleure compétence théorique quand on est face à la soudure d'un objet extrêmement complexe, qui doit être fait avec des tolérances extrêmement faible, c'est-à-dire avec un niveau de performance très élevé, eh bien celui qui a été confronté 100 fois dans sa vie à cette soudure, il le fera mieux que celui, même qui utilise les derniers outils, les robots, etc., mais qui n'a pas le tour de main. Donc, oui, dans certains métiers techniques, cette notion de compagnonnage a énormément de sens. Je dois vous entendre là-dessus aussi, Laure de la Bretèche. Le compagnonnage, vous avez peut-être quelque chose à partager avec nous sur ce mot et sur cette réalité? Oui, je crois que c'est une notion très importante et je reviens d'ailleurs au point d'entrée qu'avait pris Marc tout à l'heure en disant que EDF était positionné aussi sur les défis du vieillissement de ses clients. Je crois qu'on a besoin dans toute entreprise finalement d'être en reflet de la société dans laquelle on évolue. C'est vrai aussi de la Caisse des dépôts. Et donc, le vieillissement d'une partie des collaborateurs qu'on observe dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de milieux professionnels est aussi une incitation à être plus à l'affût finalement des besoins d'une classe d'âge qui est en miroir dans le reste de la société. Je crois que ce point-là, il confirme qu'effectivement ce compagnonnage est indispensable et qu'il peut s'organiser. C'est-à-dire que je pense que la nouveauté, c'est que ce que vous appelez à juste titre dans le thème du live, la vague de départ à la retraite, dont on a rappelé les chiffres tout à l'heure, oblige à penser les choses de manière plus systémique. Et indépendamment de quelques fonctions techniques comme celle qu'a évoquée Marc Benayoun, la question de la transmission d'expérience, elle est rarement bien gérée quand même dans un milieu professionnel. On a tendance à attendre la dernière minute, à mettre quelqu'un parfois en situation sur un poste après une préparation trop fraîche ou rapide. Donc, on n'a pas toujours les moyens financiers dans une entreprise, et notamment dans une petite entreprise, de faire des tuilages, d'avoir une phase finalement d'accompagnement pour un remplacement sur un poste rare, parce que ça existe aussi, les postes en singleton qui représentent à la fois la mémoire et la continuité d'une activité à eux tout seuls. Dans des petites entreprises, c'est souvent le cas. Mais au moins, il faut le préparer. C'est-à-dire que je crois qu'un modèle qui peut être transverse aux petites et aux grandes entreprises, c'est d'essayer de ménager un temps
pour préparer la personne qui va partir à la retraite, quel que soit son calendrier personnel, qui peut varier, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure, à cette transmission et qu'il y ait une forme de bilan d'expérience qui assure que ça soit par la transmission d'actes très pratiques ou bien au contraire de choses un peu plus théoriques et historisées, qu'il n'y aura pas de rupture dans la continuité du service qui est opéré par l'entreprise ou l'institution. Et ça, je crois que c'est une chose sur laquelle on a tous des progrès à faire. Nous, on avait avancé dans le groupe du Club Landois que nous animions l'idée qu'il fallait prendre le temps de bilan d'expérience, finalement, pour qu'il y ait une espèce de facilitation de cette phase de transmission et que ça soit vu comme relevant vraiment du manager et de ses missions. Donc, on a un certain nombre d'idées très pratiques, finalement, qui avaient été travaillées par notre petit groupe et qui peuvent aider des entreprises à prendre le virage de cette étape que toutes les entreprises de France, peu ou prou, vont connaître, avec évidemment des niveaux de risque qui vont être variables. Parmi les classes d'emploi qui vont être le plus concernées, il y en a par exemple, on le sait, ce sont les médecins. La problématique se pose de manière très, très différente de ce que peut vivre EDF. On a un départ massif également d'aides-soignantes, d'assistantes à domicile, de cadres et de chefs d'entreprise aussi. C'est une des populations qui est en train d'avancer assez massivement vers l'âge de départ à la retraite. Donc à chaque fois, on sent bien que les solutions ne seront pas univoques, mais prendre conscience que ça doit être une stratégie d'entreprise, quelle que soit la taille de cette entreprise, je pense que c'est déjà un très grand acquis. Et je fais une parenthèse d'ailleurs parce que dans ce que vous dites, ça concerne effectivement des secteurs et des statuts très différents et évidemment en fonction de la taille de l'entreprise. Parce que là, on parle de grands groupes, le groupe Caisse des Dépôts, on parle d'EDF, mais évidemment dans les PME, la question se pose aussi de la même manière quand vous parlez notamment de la transmission chez les chefs d'entreprise. Vous voyez l'exemple, il y a eu quelque chose de très frappant. On ne l'a pas trop exploré sous cet angle, mais ce boulanger qui a défrayé la chronique en faisant une grève de la faim pour défendre l'accès à une régularisation de son apprenti. Qu'est-ce qu'il disait aussi? Il disait, je n'ai trouvé personne, celui-là, j'ai misé sur lui, nous l'avons formé ensemble, puisqu'il y a des financements publics pour le faire, je ne veux pas le perdre et je mets ma vie en danger pour ne pas le perdre. Donc, pour les petites entreprises, la continuité et l'investissement personnel finalement sur la relève, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il y a parfois derrière ces enjeux finalement un peu macro d'évolution du nombre de départs à la retraite, de moindre attractivité des métiers, des enjeux de survie pour les entreprises. Et je crois que là, on a effectivement un débat qui nous concerne tous. J'ai une question sur le fil de conversation qui nous est posé par Thierry, qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais à travers le prisme du mécénat de compétences. Est-ce que vous le pratiquez dans vos organisations? Alors, j'ai envie de vous poser la question à l'un comme à l'autre. Peut-être Marc Benayoun, si on veut faire tourner la parole, dites-moi si sur cette question-là. Dégager du temps pour les collaborateurs. Ce n'est pas chez nous quelque chose qui représente des milliers de personnes. C'est une possibilité qui est offerte et effectivement que certaines personnes en fin de carrière utilisent pour aller aider des associations ou des projets qui ont du sens. Et d'ailleurs, on revient à cette question du sens qui est de plus en plus importante dans notre société. Mais ce n'est pas quelque chose qui va représenter des effectifs chez nous majeurs. Ça existe, c'est à disposition. Personnellement, je trouve ça très bien. Mais ce n'est pas c'est pas central dans votre stratégie. C'est pas central dans notre stratégie, mais en tout cas, c'est une option qui n'est pas utilisée par des milliers d'agents EDF. Laure de la Bretèche, peut-être rapidement sur cette question. Oui, alors nous, à la Caisse des dépôts, on a effectivement un dispositif qui permet aux collaborateurs volontaires qui ont au moins 40 ans et qui ont un minimum de 10 ans de service effectif de consacrer des jours à une activité dans une association partenaire. Et ça peut aller jusqu'à 7 jours par an dès 40 ans, puis ça augmente jusqu'à 15 à compter de 60 ans. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a des ponts à faire avec d'autres activités dans la société. Et c'est peut-être aussi pour éviter une espèce d'enfermement dans la sphère proprement professionnelle, même si elle peut être extrêmement riche et épanouissante, pour à certains moments pointer finalement des possibilités d'ailleurs positives où on apporte sa compétence et en même temps
on va soi-même nourrir un projet qui peut, à un moment, permettre d'avoir une forme de départ à la retraite très, très perlé, une projection vers la retraite qui montre qu'on a une valeur sociale importante, ce que disait Marc aussi tout à l'heure en évoquant les retours d'un certain nombre de collaborateurs, et que cette valeur sociale, elle a été formée dans un certain emploi et elle peut s'exercer ailleurs. Je voudrais qu'on s'arrête sur un des chiffres de notre grande étude du Club Landois qui est réalisée chaque année. Enfin, ça fait déjà 2 ans, et puis cette étude est vouée à être réalisée chaque année. On a les 2 tiers, 65% des actifs de 45-64 ans qui se disent prêts à partir plus tôt à la retraite pour permettre à des jeunes d'accéder à l'emploi. Alors, ils sont prêts, ça ne veut pas forcément dire qu'ils souhaitent partir à la retraite, mais ils y sont prêts. Alors, on disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire d'erreur dans la gestion de l'emploi et des compétences sur cette interprétation. Finalement, place aux jeunes. On sent qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent, qui sont prêtes ou qui souhaitent partir. Comment est-ce que ça se pose, cette question-là, Marc Benayoun, chez vous? Dans la psychologie collective des agents EDF, est-ce qu'il y a le souhait de partir relativement jeune dans cette optique de faire de la place à des plus jeunes? Alors, nous avons des dispositifs pour ceux qui souhaitent accélérer leur départ. Il y a par exemple ceux qui ont accumulé des points ou ce qu'on appelle le CET, ou les congés de fin de carrière. Bon. Mais finalement, j'observe que ça ne représente pas des durées très longues. Ça va être quelques mois et tout le monde n'en profite pas. Certains vont préférer travailler jusqu'à la fin et monétiser. Par exemple, le CET, on peut aussi rester jusqu'à la fin et récupérer la valeur de ce mécanisme. Moi, je vais vous dire une chose, je pense que ça m'inquiète un peu parce que je pense que c'est un signe de désengagement de la société. Je pense que si on est très engagé dans sa société, on n'a pas forcément, et si la société a su utiliser au mieux vos compétences, on ne cherche pas forcément à accélérer son départ. Donc, ce chiffre de 65% des actifs seniors, donc 45-64 ans, qui seraient prêts à partir, vous inquiète? Moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que je pense que ça va potentiellement, c'est un signe que les entreprises ne donnent plus de projets suffisamment mobilisateurs à des seniors lorsqu'ils arrivent à certains âges, et que par ailleurs, c'est une inquiétude par rapport à l'absence, je dirais… ils raisonnent aussi par rapport à leurs enfants. Ils se disent, est-ce que les jeunes, est-ce que mes enfants vont trouver un emploi? Et peut-être qu'il faut que je me retire pour leur donner un emploi. Et si vous me permettez, si c'est ça, notre système de retraite, il va s'effondrer. Je pense qu'on a intérêt à trouver dans notre société des emplois et des emplois qui ont du sens pour les jeunes et pour les seniors, leur permettre de cohabiter au sein de l'entreprise et de faire en sorte qu'ils aient tous un niveau d'engagement élevé, c'est-à-dire qu'ils apprécient ce qu'ils font et que tous les matins, ils savent pourquoi ils se lèvent et ils vont dans la société dans laquelle ils travaillent en se disant « je fais quelque chose d'utile ». Lors de la Bretèche, sur la perception de ce chiffre, est-ce que vous partagez l'inquiétude de Marc Benayoun? J'opte plutôt pour la deuxième explication. Je pense qu'en répondant à cette question, les gens sont aussi très, très sensibilisés à un contexte où le taux de chômage en France reste élevé depuis longtemps, où on parle de chômage structurel, où ils voient les difficultés de leurs enfants et leurs espoirs de parvenir à un statut meilleur que le leur, qui est tout de même plus atteint qu'il y a 30 ans. Donc, il y a ces phénomènes finalement un peu anxiogènes qui peuvent expliquer une partie de la réponse. Je crois que ça vient aussi d'une approche très malthusienne du sujet de l'emploi, où on l'imagine comme un gâteau qui rétrécit, et donc il faut renoncer à sa part pour pouvoir satisfaire l'appétit du voisin, et plutôt du plus jeune et de l'enfant en l'occurrence. Donc il y a quelque chose à la fois du sacrificiel, qui est assez spontané et naturel et qu'on peut comprendre, mais qui effectivement vient sans doute d'une lecture pas suffisamment dynamique de la vie, c'est-à-dire que des emplois, des créations d'emplois, il y en a tout le temps. Et on devrait sans doute insister davantage sur les opportunités que représente finalement l'émergence de nouveaux métiers. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec mon compte formation, c'est-à-dire mettre en visibilité pour les gens toutes les formations qui sont possibles pour eux, parce qu'il y a une capacité de changement. Et donc, l'outil formidable qu'on a aujourd'hui, c'est une plus grande transparence sur l'offre et ce qui est possible aux gens dans leur parcours personnel
quand ils ne rencontrent plus éventuellement, effectivement, la trajectoire d'une entreprise. Donc ça, c'est une première donnée qui me paraît plus positive. Donc, le chiffre ne m'inquiète pas parce que j'en ai eu une lecture plutôt protectrice, finalement, de papa pélican qui va s'affamer pour nourrir ses enfants. Mais je crois qu'effectivement, là où c'est un signal qui doit, en tout cas, mobiliser une réaction de la part des entreprises et des institutions, parce que, vous savez, sur les concours de la fonction publique, on observe des chiffres très inquiétants. Il y a moins de gens qui veulent aller dans la fonction publique. Donc, on a quand même un problème, y compris dans un lieu qui vit par les valeurs, qui est préoccupant. Donc, du coup, je pense qu'il y a, en tout cas, dans la stratégie et l'envie d'aller, quelque chose à travailler pour que les jeunes qui ont des envies professionnelles se reconnaissent dans certains univers et que les plus âgés s'y sentent encore les bienvenus pour les compétences qu'ils ont. Il nous reste vraiment plus que quelques minutes et je voudrais terminer par une question qui nous est à nouveau posée sur le fil, à nouveau par Marianne d'ailleurs. C'est intéressant, vous avez évoqué la manière dont vous pouviez accompagner éventuellement par le mécénat de compétences les personnes progressivement vers la retraite, mais plus largement, comment est-ce que, dans vos entreprises respectives, vous organisez cette transition emploi-retraite? Certains, on le sait, mettent en place des formations. Comment est-ce que ça se passe? Peut-être d'abord Laure Delabretèche à la Caisse des dépôts, puis ensuite Marc Benayoun. Alors, effectivement, vous avez raison. Et là encore, avec toute la modestie d'une institution qui peut se le permettre, c'est plus difficile pour les petites entreprises. Nous avons la possibilité de proposer des formations à partir de 59 ans pour ceux de nos collaborateurs qui souhaitent se former sur un projet de vie ou se préparer sur les impacts financiers aussi du départ à la retraite. Donc, on a des dispositifs de cette nature. On a des dispositifs de cessation anticipée d'activité qui sont très, très appréciés des collaborateurs et qui permettent petit à petit, finalement, de rentrer dans un nouveau mode de vie, parce que c'est ça aussi la retraite. On a également un recours privilégié au télétravail, alors même si la crise sanitaire a montré qu'on pouvait en généraliser les ressorts pour beaucoup de monde aujourd'hui, mais néanmoins, dans la pensée et la réflexion qu'on a sur le télétravail, c'est aussi un levier pour rendre moins fatigantes les dernières années d'activité et donc avec une priorité pour les personnes d'un certain âge qui vont le demander. Le compte épargne-temps, Marc Benayoun le rappelait, est aussi un levier qui permet de mobiliser du temps de récupération assez naturellement et qui existe. Donc voilà, on a un panel de solutions qui permettent d'accompagner. On a des stages de préparation à la retraite aussi. Je vous pose juste une question parce que là-dessus, pardon de poser la question comme ça, mais qu'est-ce que vous avez à y gagner? Ça coûte de l'argent et ça ne rapporte pas forcément à l'entreprise, au-delà de ce que vous apportez à vos collaborateurs. C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, la responsabilité sociale d'une entreprise, elle s'incarne de cette façon-là. C'est-à-dire que l'image, la manière dont on traite finalement ses collaborateurs dans des moments de rupture, et je ne voudrais pas omettre de dire aussi qu'on a des dispositifs pour aider sur les personnes qui sont aidants, parce que quand on avance en âge dans une entreprise, on a à gérer souvent des parents vieillissants avec d'autres problèmes de vie et des grands-enfants qui peuvent avoir des problèmes de chômage. Donc, ça fait beaucoup d'un coup. Et donc, on essaye d'avoir une approche aussi de don de jour par nos autres collaborateurs pour des projets d'aidance. Ça a encore été accentué ces derniers mois. Donc, qui gagne-t-on? Je crois qu'on y gagne justement la conviction qu'on est dans un collectif, ce qui est très important. Il n'y a aujourd'hui aucun projet d'entreprise qui peut réussir s'il n'est pas porté par l'idée que tout le monde contribue au projet, tels que soient ces projets. Il peut y en avoir plusieurs, évidemment, en même temps. Et la deuxième chose, c'est que ça fait partie, à mon sens, aussi de l'attractivité. Une entreprise ou une institution qui sait bien traiter les gens qui vieillissent chez elle, eh bien, elle est plus attractive aussi pour ceux qui, éventuellement, se posent la question de venir y travailler. Marc Benayoun, je vous pose à vous aussi la question, en vous demandant de faire court parce qu'on approche vraiment de la fin, mais voilà, comment ça se passe chez EDF? Tout à fait d'accord. Et je constate avec plaisir que, on va dire que les entreprises du secteur public ou qui ont des valeurs de service public ont des raisonnements proches et tous les dispositifs que vient d'évoquer Laure, nous les avons mis en place aussi. La problématique des personnes qui sont aidants, qui doivent affronter effectivement des
des situations familiales très difficiles lorsqu'ils prennent de l'âge, avec des parents qui ne sont plus autonomes. Ce sont des sujets qu'on connaît. Donc, on a mis en place des systèmes leur permettant de contribuer un peu davantage, évidemment moyennant un ajustement de leur salaire, mais sans pour autant leur dire c'est fini, tu arrêtes et tu reviens pas. Vous voyez, donc on a vraiment réfléchi à ça. Et la question aussi de la préparation de la retraite est un point important pour éviter que ce soit une rupture qui soit traumatisante. Mais je crois que nous, ce qu'on a fait qui est peut-être un peu original par rapport à ce qui a été évoqué par Laure et de façon très convaincante, et qu'on a essayé de mettre en place aussi, c'est cette idée que lorsqu'on est à la retraite, on est encore d'une certaine façon dans l'entreprise. Vous voyez, qu'on ait cette démarche Expert Connect pour ceux qui peuvent apporter des compétences. Et pour revenir, le cas échéant. Voilà, qui peuvent revenir ponctuellement, ou la notion de club d'anciens qui est chez nous très, très, très forte. Les clubs d'anciens, oui. Tout à fait, à des groupes régionaux et territoriaux de gens qui sont contents de faire partager leur expérience ou d'expliquer ce qu'est pour eux EDF ou les enjeux de la transition énergétique. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, au-delà simplement des électriciens. En quoi l'électricité est une ressource pour la transition énergétique, ou qui peuvent aller dans les écoles, expliquer ça à des jeunes. Oui. Je pense que ça, c'est formidable. C'est de se dire, voilà, je suis à l'âge de la retraite, mais j'ai encore quelques années en très bonne santé, je suis dynamique et je peux encore faire quelque chose pour la société. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, Laure de la Bretèche, Marc Benayoun. Merci à vous qui nous avez suivis. Il y a quelques questions qu'on n'a pas pu poser, mais alors je relève qu'elles pourraient, le cas échéant, faire l'objet d'un live landois prochainement, notamment la manière dont on embarque toutes les générations au sein des entreprises. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets qui concernent la transition démographique dans les prochains live landois. Je remercie évidemment les équipes de Bayard, en premier lieu Sybille Lemaire, mais aussi Béatrice Destresse, Yvonne Herbin, Hélène Husso. Merci à Benjamin Bousquet du service web de la Croix. Merci encore à nos deux invités, à chacun et à chacune de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne le prochain rendez-vous. Vous évoquiez, Marc Benayoun, la question du logement chez vos clients et la question très importante en termes de transition démographique. Eh bien, nous poserons cette question-là le 7 mai prochain, à la même heure, à midi, dans un live landois consacré à cette question, quel logement pour les seniors de demain? Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.